Donc Marjolaine Boutet, je sais que pas mal parmi vous la connaissent déjà, mais pour la représenter, donc elle est professeure des universités en civilisation américaine, ici à l'Université de Paris-Nord. Elle est spécialiste de séries télévisées, notamment séries télévisées historiques. Elle a beaucoup travaillé sur ces questions, beaucoup publié aussi. Spécialiste également des conflits et des conflits du XXe siècle, sur lesquels donc, elle a toujours articulé aussi son analyse des séries télévisées. Et puis elle a aussi publié sur la Première Guerre mondiale et des travaux de ce genre. Et elle a aussi un point de vue sur les productions de séries télévisées. Elle a assisté à pas mal de choses, notamment avec Un village français ou avec d'autres séries en cours de production ou qui ne se sont pas finalisées, mais elle a assisté aussi au processus créatif. Et ça permet de rejoindre un petit peu des discussions qu'on a eues depuis hier, donc avec les tables rondes sur la production de jeux vidéo, sur le conseil historique aussi du romancier Pierre Lemaitre et ou de docu-fiction, etc., qu'on a pu évoquer hier, et donc de travailler aussi sur l'envers de la production et ce lien avec la recherche universitaire, la recherche scientifique, et comment articuler au-delà de l'ambition de réalisme, d'authenticité, de vraisemblance, beaucoup de termes sur les fictions, comment on peut travailler avec les séries télévisées et comment l'histoire peut dialoguer avec et nourrir un dialogue riche et complet. Je vous remercie de votre attention et je te laisse la parole, Marjolaine. Merci beaucoup. Ouais, si tu peux lancer le diapo. Merci à tous. Merci à Julien Lalu, Victor Feignard et Romain Vincent pour leur invitation. Waouh, mais incroyable. J'ai l'impression de faire un TED Talk. Donc, je suis Marjolaine Boutet et en fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ma série fétiche, Un village français. Mais je vais vous proposer une réflexion plus épistémologique sur les rapports entre fiction audiovisuelle et réflexion historiographique. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Je remercie aussi mes étudiants d'être là. Ça fait partie de leur cursus et de leur cours. Et justement, pour faire le lien avec ce dont on a parlé hier avec les M1, je vais parler de désobéissance épistémologique. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut demander à Mélissa, qui est spécialiste ici. Lève la main, Mélissa, à la pause, elle vous expliquera ce que c'est. Voilà, désobéissance épistémologique, c'est quoi ? C'est ce qui explique qu'après l'agrégation, un doctorat et une HDR en histoire, je suis professeur des universités en études anglophones et pas en histoire, parce que même si ça fait 20 ans que je travaille en historienne sur les séries télévisées, ça continue un petit peu à coincer quand même. Et on va voir ensemble pourquoi ça peut coincer encore pour vous. Et pourquoi j'espère, parce que je suis optimiste, ça va finir par se décoincer. Et ce colloque fait partie des tentatives pour décoincer tout ça. Ça marche pas, non ? Sinon, je le fais. Ok. Non. Bon, écoute. À l'ancienne, il n'y a pas de souci. Donc, si, ça marche. Ok, alors c'est moi qui... Attends, j'appuie pas sur le bon truc ? Ouais. Non, les flèches, ça marche pas. Attends. Si, ok, c'est moi qui la tenais pas dans le bon sens, pardon. Donc, cette conférence se divise en deux parties. D'abord, histoire et fiction. Et ensuite, histoire et images mouvantes. Et en fait, à chaque fois, pourquoi ça coince et pourquoi c'est en train de se débloquer. En tout cas, je l'espère. D'abord, les historiens et la fiction, pourquoi ça coince ? Et comme beaucoup de choses en histoire, c'est une question de tradition universitaire. Et pour revenir à ça, je vous renvoie à un numéro de revue qui se trouve sur Cairn, que j'ai dirigé avec Laurence Cros et Marie-Jeanne Rossignol, qui sont également en études anglophones, dans une revue d'histoire des médias et dans lequel Victor et Romain, notamment, ont publié d'excellents articles.
Dans ce numéro de revue, et puis plus généralement, en fait, on revient sur la fiction comme objet d'histoire et comme véhicule de connaissances historiques. Et pourquoi le fait que la fiction puisse véhiculer des connaissances est beaucoup mieux accepté dans les pays anglophones que dans les pays francophones et germanophones en particulier. Et ça vient d'une tradition universitaire, notamment au Royaume-Uni. En réalité, l'histoire, contrairement à la façon dont elle s'est construite en Allemagne, en France, puis aux États-Unis, l'histoire n'était pas une discipline historique, une discipline universitaire, noble, mais une connaissance d'appoint pour les futures élites formées à Oxford et à Cambridge, et en gros qui avaient vocation à travailler dans le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, etc. etc. Donc, il n'y a pas eu ce besoin, comme en Allemagne et en France, de fonder la nation par la connaissance historique et par la science historique. Donc la portée politique de l'histoire, puisque c'est de ça dont on parle, elle était beaucoup moins forte en Angleterre parce que précisément la tradition, parce qu'on était en monarchie et parce que les élites étaient plus conservatrices. Voilà. Alors qu'en Allemagne et en France, il y a eu vraiment ce besoin de fonder la science historique comme socle des nations. Et vous avez eu l'occasion, et on aura l'occasion aujourd'hui de reparler de ces fameux romans nationaux qui ont fondé les nations françaises et allemandes en particulier. Et donc, ça fait que des auteurs littéraires comme Shakespeare, mais aussi comme Walter Scott et bien d'autres, ont été depuis longtemps connus et reconnus, et que dans l'université française, dans nos départements de langue notamment, on étudie depuis longtemps les fictions historiques, alors que dans les départements d'histoire, c'est vraiment mis de côté. Donc ça, c'est une première chose qui explique pourquoi je suis en études anglophones. Deuxième chose, donc en Allemagne, en France et aux États-Unis, vraiment, il y a une volonté de séparer, pour des raisons politiques, histoire et littérature. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les ouvrages, notamment en France et en Allemagne, les ouvrages d'histoire, sont des ouvrages extrêmement denses, extrêmement rugueux, avec des tonnes de notes de bas de page, parce qu'il y a une volonté, y compris dans l'écriture même, de faire scientifique. Alors que, quand on lit des ouvrages anglophones, notamment des ouvrages par les historiens anglais, il y a un amour du récit, une connaissance du récit, des techniques narratives beaucoup plus poussées, et qui rend ces ouvrages-là plus plaisants à lire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins scientifiques, ça veut dire qu'ils sont écrits différemment. Voilà. Et en histoire, pendant 20 ans, j'ai empêché mes étudiants de raconter, et je leur ai demandé d'expliquer. Les profs d'histoire se reconnaîtront. Donc, histoire et fiction, c'est une question politique, et c'est une question politique qui, encore aujourd'hui, évidemment, prend un sens tout particulier. Si vous avez suivi les dernières, le dernier raid dont a été victime Nota Bene dès lors qu'il a parlé contre le roman national, voilà, on est vraiment dans un moment, et évidemment, je parle pas de je parle de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Voilà, l'histoire publique, l'inscription de l'histoire dans l'espace public, la façon dont elle est commémorée, dont elle est enseignée, est évidemment une question politique, tout particulièrement en France, mais évidemment pas seulement. Et là encore, les historiens, particulièrement depuis, on va dire, la fin du XXe siècle, essayent de combattre la mémoire, ou en tout cas de poser l'histoire scientifique, l'histoire académique, contre
la mémoire et comme contre une pratique du passé qui n'est pas une pratique scientifique. Et donc, je vous cite Gilles Bartholin, qui n'est pas historien, mais qui est anthropologue, et qui définit donc l'histoire comme une réalité que l'historien vise à établir ou à rétablir contre l'histoire officielle, nationale, ethnocentrique, contre l'histoire mythique. Et c'est précisément l'objet de ce colloque ces jours-ci. Et donc ça nous inscrit vraiment dans un champ politique et scientifique important, parce que dès lors qu'il s'agit de construction du savoir, il s'agit bien évidemment de politique. C'est aussi, dans un deuxième temps, ces rapports entre histoire et fiction, c'est aussi une question de légitimité culturelle. C'est aussi une question de reconnaissance de ce qui doit être étudié, de ce qui mérite d'être étudié et ce qui le mérite moins. Et là encore, ce sont des rapports de pouvoir. La fiction historique, pourquoi elle a mauvaise presse, en tout cas parmi les historiens, c'est parce qu'elle s'est surtout développée à partir du XIXe siècle et elle s'est développée sous forme de fiction populaire. Alors, je cite Walter Scott et Alexandre Dumas, mais il y en a beaucoup d'autres. Et comme le roman policier, la romance, la science-fiction, ça a été publié au départ en feuilleton dans les journaux à destination d'un public large. Et qui dit public large dit donc populaire et dit donc peut-être moins digne d'intérêt par l'université, qui est là pour défendre et propager la culture savante. C'est comme ça qu'elle se définit. Et puis, ce qui inquiète les historiens dans la fiction historique, c'est précisément que les événements historiques, ils servent à quelque chose. Ils sont utilisés. Ils ne sont pas étudiés pour eux-mêmes. Voilà, ils sont là pour servir de péripéties narratives à une intrigue principale qui est celle du héros et qui est une intrigue littéraire et voilà, dans laquelle la plupart du temps l'histoire sert de décor. Et évidemment, ces fictions historiques, notamment celles du XIXe siècle, mais pas seulement, servent à consolider le roman national, puisque là encore, ce sont des fictions, dans la mesure où c'est les fictions populaires qui sont censées rassurer les lecteurs, rassurer le public. Évidemment, ça s'appuie, ça consolide le roman national avec une vision progressiste qui débouche toujours sur une fin heureuse. Pour prendre l'exemple des romans de Walter Scott, par exemple, le but, c'est de montrer que l'histoire du Royaume-Uni, c'est précisément d'aller vers l'union entre les royaumes. Même chose pour les guerres de religion dans les romans d'Alexandre Dumas, etc., etc. En revanche, ce qui fait l'attrait de la fiction historique pour les lecteurs, et peut-être, on va y revenir de plus en plus pour les historiens de notre génération, c'est que la fiction historique a l'avantage en tout cas la possibilité de donner une intériorité aux personnages du passé. Et Benjamin Stoker, dans un article que je vous recommande, qui est donc une tentative de définition de la fiction historique, qui a été publiée donc au Journal des fictions historiques en 2019. Là aussi, vous voyez, c'est le numéro 2, on est en 2019, donc c'est vraiment un champ tout à fait récent d'investigation académique, même dans le monde anglophone. Donc Benjamin Stoker parle de saut empathique. C'est-à-dire que, et c'est ça l'attrait, et j'imagine que vous avez eu l'occasion d'en parler hier et qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, c'est que la fiction historique, elle nous plonge avec les personnages et elle nous permet de nous mettre à leur place.
Et donc ce saut empathique, ça permet aussi, peut-être, pourquoi pas, on peut l'espérer, je l'espère en tout cas, une expérience du passé, mais qui est aussi une expérience sensible, une expérience émotionnelle, dans un village français, notamment. En 72 épisodes, on est avec les personnages et on se demande comment est-ce qu'on aurait réagi. Et on partage leurs émotions, leurs joies, leurs peines, leurs choix, aussi mauvais politiquement ou historiquement soient-ils, mais qui sont toujours justifiés sur le plan émotionnel et psychologique par le dispositif de la fiction. La fiction historique, donc, elle marche aussi parce qu'elle s'appuie, et c'est en ça qu'elle renforce le roman national, elle s'appuie sur un imaginaire historique. Pour accrocher les lecteurs et les téléspectateurs, il faut d'abord les emmener dans un univers qui leur semble à la fois étrange, mais un petit peu familier quand même, dans lequel ils ont des repères. Ces repères, la plupart de ces clichés sont là encore nés au XIXe siècle et ont été renforcés par Hollywood, qui dès les débuts de l'industrie du cinéma s'est inspiré de la peinture historique du XIXe siècle pour recréer l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Et donc avec ces romans nationaux, ces visions très romanesques et très romancées du passé qui ont été ensuite propagées par Hollywood à encore plus grande échelle et avec la puissance des images sur lesquelles je reviendrai. Et enfin, dernier avantage, enfin en tout cas atout de la fiction historique par rapport à l'histoire académique, c'est qu'elle offre un récit cohérent. C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, que normalement, tout est expliqué, tout est explicable, on comprend pourquoi les choses se passent de telle ou telle façon, on comprend les motivations des personnages, alors que quand on fait de l'histoire académique et qu'on est confronté au silence, au manque des sources, eh bien souvent, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne peut émettre que des hypothèses. Donc c'est pour ça que, en tout cas au niveau du grand public, la fiction historique gagne toujours ou presque sur l'histoire académique telle qu'elle au niveau recherche, quoi. Récemment, toutefois, parce que l'histoire elle-même évolue, que la façon de faire de l'histoire évolue, parce que les générations d'historiens se succèdent et fort heureusement, on fait des choses différentes de nos professeurs, il y a eu des rapprochements qui me paraissent intéressants, mais qui continuent à coincer entre histoire et littérature. D'abord, on observe vraiment dans une période assez récente un regain de l'égo-histoire. Égo-histoire donc, qui a été fondée en tant que discipline de réflexion historique et historiographique par Pierre Nora à la fin des années 80 et qui fait encore partie aujourd'hui du rituel d'habilitation à diriger des recherches. Il faut écrire son égo-histoire, il faut se remettre en perspective, se penser comme objet et comme sujet, du coup. Et là, ça revient avec une dimension d'histoire familiale, notamment avec la collection Aparté des éditions de l'EHESS, pas très loin, et notamment un ouvrage très remarqué de Camille Lefebvre, qui est plutôt une spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, et qui s'est mis à raconter l'histoire de ses grands-parents qui ont vécu bien loin de l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, on peut penser à des ouvrages, /témoignages, peut-être testaments, d'historiennes, de sociologues, d'anthropologues comme Martine Ségalen, Rose-Marie Lagarde ou Michel Perrault, qui ne cessent de raconter leur parcours, mais avec, il me semble, c'est pas juste de l'autobiographie,
c'est vraiment avoir une réflexion historienne, encore une fois, sur qui on est, d'où l'on vient. Et bien évidemment, tout ça, c'est influencé par les cultural studies et cette habitude que nous prenons progressivement et heureusement de toujours situer notre parole et de dire d'où l'on parle et pourquoi l'on parle. Et donc d'en faire un objet de réflexion scientifique, académique, voilà, ça devient légitime. Et ça permet aussi à ces autrices, en l'occurrence, d'adopter une écriture plus sensible, moins sèche, plus voilà, que dans des ouvrages, on va dire, purement académiques. Il y a d'autres ouvrages qui sont moins, qui sont pas des autobiographies. Enfin, si, pour Claire Zalt, c'est une autobiographie. Pour Jérémie Foa, non. Mais d'autres ouvrages récents, donc d'historiens et d'historiennes, qui ont des prétentions littéraires assumées. Claire Zalk, dans Z ou les souvenirs d'une historienne. Donc là, c'est une autobiographie, mais en plus qui s'inspire de W ou le souvenir d'enfance de Pérec, donc avec aussi une démarche littéraire et des inspirations littéraires tout à fait assumées. Et même chose, mais dans un style très, très différent, avec l'ouvrage aussi très remarqué de Jérémie Foa, Ce qui tombe, sur la Saint-Barthélemy, dans lequel il a vraiment aussi une réflexion qui se déploie de façon littéraire. Et ça lui a été reproché. Et puis notamment, en plus, c'est un historien moderniste et il s'est permis des parallèles avec la période contemporaine. Donc là, au niveau académique, si on change de période, ça devient très, très compliqué. Ou si on mélange les périodes. Mais voilà, ça fait partie des choses qui font, à mon sens, avancer la façon de faire de l'histoire, en tout cas qui proposent d'autres choses. Et puis, il y a l'historienne Judith Lyon-Camp, qui travaille depuis longtemps sur les rapports entre histoire et littérature. Et un de ses ouvrages les plus récents, Ce que l'histoire peut dire de la littérature, j'ai presque un peu copié son titre pour cette conférence, a reçu le Grand Prix de la critique littéraire en 2019. Donc là encore, il y a des passerelles et des circulations qui sont de plus en plus assumées entre histoire et littérature et qui me paraissent tout à fait fécondes. Et puis de plus en plus d'historiens s'intéressent à des objets hors du spectre de la raison, hors du spectre de la science académique telle qu'elle s'est construite au XIXe siècle. Et je pense par exemple à l'histoire des émotions et des sensibilités autour, entre autres, de Clémentine Vidal-Naquet, mais pas seulement, et d'Hervé Mazurel, qui travaille sur l'histoire des rêves, de l'inconscient, des affects. Voilà, c'est quelques exemples parmi d'autres. Vous pensez sûrement à d'autres choses et on peut évidemment en discuter. Donc, cette histoire, elle bouge et les rapports entre histoire et littérature sont moins étanches, probablement parce que à la fois l'histoire et la littérature sont aujourd'hui des disciplines académiques bien solides. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de cette conférence, donc sur histoire et images mouvantes. Là aussi, pourquoi ça coince ? Alors l'histoire, elle est plus récente, forcément. Donc je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Il me reste quoi, un quart d'heure ? Ouais. Non, mais je ne vais pas parler 20 minutes. Parce que je ne peux plus. Donc, pour revenir à la question d'histoire et images mouvantes, là encore, c'est une question de tradition et même de définition de ce que c'est que l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, littéralement, ça commence avec l'invention de l'écriture. Et donc l'histoire, c'est l'étude des textes, c'est l'étude des sources écrites. Et dès lors qu'on se met à travailler sur des choses qui ne sont pas écrites,
et encore plus si elles ne sont pas conservées en archives, là, ça pose des problèmes à beaucoup d'historiens, et j'ai de nombreuses anecdotes sur le sujet, mais où sont tes archives ? Elles n'ont pas été faites, c'est pas de ma faute. Donc le travail de l'historien, il est compris comme un travail de lecture critique de documents rassemblés dans des archives, puis d'écriture. Ça, c'est l'histoire classique. Encore une fois, ça bouge aujourd'hui, mais c'est la définition même. Évidemment, dans les années 70, avec le développement de l'usage du magnétophone, il y a eu des travaux excellents d'histoire orale, mais que ce soit en histoire ou en sciences humaines et sociales de façon générale, même quand on travaille avec des témoignages enregistrés, à un moment, il faut les retranscrire. À un moment, il faut les transformer en texte, parce que, là encore, l'histoire, ça s'écrit. Et donc, il faut pouvoir citer, il faut pouvoir mettre des notes de bas de page, et donc, il faut transformer ces sources, quelles qu'elles soient, en texte. Et c'est un très gros problème quand on travaille sur des images qui bougent, que j'ai essayé de contourner de façon multiple. Je ne sais pas si je me suis encore arrivée, mais voilà. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, comme tous les objets de la culture populaire, l'histoire du cinéma, elle commence en France, hors de l'université. D'abord par le travail d'érudits, et pour le cinéma, ça commence vraiment en pleine guerre froide, enfin vraiment juste après la Seconde Guerre mondiale, où il s'agissait pour ces érudits soit de résister, soit de célébrer la puissance du cinéma hollywoodien, parce que la victoire pendant la Seconde Guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi la victoire de la culture populaire américaine, et c'est aussi le retour du cinéma américain dans les pays occupés après des années de censure. Et donc, c'est à ce moment-là, en France, que des gens comme Georges Sadoul et Jean Mitry publient des histoires du cinéma. Alors en 6 volumes pour Georges Sadoul, avec un parti pris très pro-soviétique, et pour Jean Mitry, un parti plus pro-américain, dans l'histoire du cinéma, en 5 volumes, puis une filmographie universelle en 35 volumes, publiée entre 65 et 87. Donc on n'a pas entendu Internet et Wikipédia pour avoir des masses d'informations comme ça. Il y a des érudits, des passionnés qui l'ont fait pour le cinéma, et encore une fois, on pourrait multiplier les exemples. En termes d'archives et de conservation, là encore, ce sont des initiatives au départ privées. En 1936, c'est Henri Langlois qui décide de créer la Cinémathèque française, précisément pour conserver les films, avec déjà cette idée qu'il faut des archives et il faut maintenir les documents. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas tout, mais il y a énormément de choses à la Cinémathèque grâce à l'initiative d'Henri Langlois. Et puis, l'IDEC, aujourd'hui la FEMIS, et le dépôt légal des films à la BNF, qui sont décidés par décret en 1943. Donc, des choses qui nous restent de la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, malgré l'existence donc de ces lieux d'archives, même malgré l'existence de ces premiers ouvrages d'érudits qui recensent les films existants, eh bien, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, l'histoire du cinéma reste une histoire en pointillé. C'est-à-dire qu'il y a des historiens qui s'intéressent au cinéma, mais qui n'ont pas fait beaucoup d'émules, pas fait beaucoup de disciples qui auraient pu trouver des places dans les départements d'histoire, à l'université, et former à leur tour des tonnes de doctorants. Non, ça s'est pas fait comme ça.
Robert Mandrou, dès 1958, donc Robert Mandrou, historien des Annales, spécialiste de l'histoire culturelle, voilà. Dès 1958, il écrit cet article passionnant qui s'appelle « Histoire et cinéma », où il dit que le cinéma peut être objet d'histoire. Il le dit, mais personne n'en fait rien. Il faut attendre vraiment les années 70 et le travail de Marc Ferro, là, pour qu'il y ait une vraie réflexion sur le cinéma, des ouvrages fondamentaux, notamment Cinéma et Histoire, publié au Seuil en 77. Mais là encore, pas vraiment d'école universitaire qui se crée autour de Marc Ferro. En revanche, Marc Ferro, par contre, va faire 630 émissions de télévision sur Arte, ce qui s'appelle Histoire parallèle, dans les années 90, en gros, pour montrer à la télévision, donc pour pouvoir montrer des images en mouvement et faire intervenir des historiens pour commenter ces images. Et je pense que ce travail-là, en termes de légitimation du cinéma, et notamment des actualités cinématographiques comme objet d'histoire, a été non seulement pionnier, mais absolument essentiel. Et puis, deux autres pionniers importants, Pierre Sorlin, qui est devenu sociologue des médias et non pas historien, à Paris 3, mais qui lui aussi a développé une réflexion extrêmement importante sur le cinéma, mais aussi sur la télévision. Et enfin, Jean Tullard, historien connu, reconnu, spécialiste de la Révolution française, de Napoléon, etc., mais qui est aussi un cinéphile et qui, à ses heures perdues, publie des dictionnaires du cinéma et des guides des films dans la tradition de l'érudition. Depuis les années 90, donc, et je pense que Marc Ferro n'y est pas pour rien, les études sur l'histoire au cinéma, sur les films historiques, sont de plus en plus légitimes. Je vous cite trois ouvrages, deux en français, un en anglais. Non, pardon, il est en anglais, mais il est traduit. Sur l'histoire au cinéma, encore une fois, pour avoir des outils, des méthodes à destination des étudiants, en particulier pour étudier les films historiques. Malgré tout, même si donc, il y a des publications, ce sont surtout des publications destinées à des étudiants en études cinématographiques et pas tellement en histoire, même s'il y a des étudiants en histoire qui les ont lus, moi en particulier. Mais voilà, ça reste des objets considérés comme relativement secondaires, relativement accessoires dans les études d'histoire. Et c'est surtout donc dans les départements d'études cinématographiques, de sciences de l'information et de la communication, mais aussi de LLCE, donc langue, littérature et civilisation étrangère, qu'on s'empare des fictions historiques et notamment à l'agrégation de langues, d'anglais, d'espagnol. Il y a, depuis les années 90, systématiquement un film. Alors au départ, c'est surtout des adaptations littéraires. Et puis, ça devient aussi des films historiques qu'on donne à étudier aux agrégatifs. On en est encore loin pour l'histoire. Il y a eu, entre 2018 et 2020, la question culture, médias et pouvoir aux États-Unis, en Europe occidentale, entre 1945 et 1991. Mais à l'agrégation d'histoire, j'ai récupéré les sujets, toutes les sources sur lesquelles on a fait travailler les étudiants, enfin les agrégatifs, étaient des sources textuelles. Voilà. Moi, j'étais au jury d'agrégation de géographie, et moi, j'ai donné des images qui bougent aux géographes, qui sont très bien sortis, mais voilà, mes collègues historiens, non. Et donc, pour terminer, qu'est-ce que je fais moi?
avec tout ça, avec cette tradition. Donc j'ai eu la prétention, depuis le 2002, de faire l'histoire des séries télévisées. Ça n'existait pas. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs toujours, mais bon, bref. Pourquoi D'abord parce que je suis de ma génération et que j'ai grandi avec des séries télévisées américaines, pas que d'ailleurs, pas que américaines, des séries télévisées françaises aussi, et qu'on parlait de désobéissance épistémologique. J'ai toujours eu cette volonté de lutter contre les hiérarchies culturelles, de lutter contre ce qui est, enfin voilà, de me battre pour que ce qui n'est pas reconnu, ce qui soit de la culture populaire, devienne des objets de savoir, de réflexion, parce que la démocratisation culturelle, dont on parle beaucoup, pour moi, elle passe par là. Elle passe par s'emparer d'objets méprisés par les élites, mais qui peuvent être des objets de connaissance, de réflexion par les autres, de façon générale. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, justement, c'est le mainstream, c'est les programmes qui cherchent à être le plus rassembleur possible. J'ai jamais eu d'intérêt pour, enfin maintenant un peu plus, mais pour la question esthétique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est un chef-d'œuvre, est-ce que c'est pas un chef-d'œuvre, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'historienne, en tout cas, c'est ce que ça dit des représentations, ce que ça dit de l'opinion publique, avec cette idée que si une œuvre marche, quelle que soit sa nature, quelle que soit, si elle marche à un moment donné, c'est qu'elle fait écho fatalement à quelque chose dans l'esprit du temps. Je peux dire Zeitgeist aussi, parce que j'ai fait de l'allemand. Mais voilà, donc c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai essayé de saisir, maladroitement, très probablement, mais depuis mon Master 2 sur les séries télévisées et la guerre du Vietnam, donc soutenu en 2003. Voilà. Et puis, là encore, pour faire ça, il a fallu construire une méthodologie qui n'existait pas. Il n'y avait pas de manuel d'histoire des séries télévisées. Personne ne m'a expliqué comment faire. Il a fallu que je construise grâce donc, à des ouvrages d'histoire du cinéma, Marc Ferraud en particulier, grâce à des ouvrages d'histoire des médias. J'en ai pas parlé, mais c'est aussi bien sûr un apport important. Et puis en m'auto-formant à la narratologie, et avec notamment l'importance des œuvres d'Umberto Eco. Donc, en fait, très tôt, j'ai été à une espèce de confluence entre, d'un côté, les sciences de l'information et de la communication, qui avait tout un dispositif qui s'est énormément étoffé ces 20 dernières années pour comprendre les séries, comment ça marche. Et c'est, je caricature, hein, mais c'est surtout prendre les séries de l'extérieur, le dispositif, le contexte économique, les études de réception, comment ça fonctionne, voilà. Et les lettres et le cinéma, qui pensent les séries comme texte. Qu'est-ce que ça dit, comment c'est représenté, quels sont les codes narratifs, esthétiques, etc., etc. Et pour moi, la méthode historique qui est fondée sur l'analyse externe et l'analyse interne des documents, pour moi, la méthode historique, elle permet vraiment de croiser ces deux approches. Voilà, donc c'est ça que j'essaye de faire. Mais bien sûr, quand on parle d'histoire des représentations, on parle aussi de fiction et d'art. Et je vais terminer en citant donc Hayden White, qui est un historien, on va dire,
post-structuraliste, déconstructiviste, etc., qui fait grincer énormément de dents des historiens français, mais que je trouve passionnant, qui écrit que pour ressusciter le passé, il faut autant d'art que de connaissances. Et je cite de nouveau Gilles Bartholin et je ne sais plus son prénom, je suis désolée, Golsen, qui parle des images qui performent, qui circulent, qui jouent, qui trompent, qui choquent. Et pour moi, les images, et encore une fois, j'espère que c'est ça que vous allez montrer aujourd'hui et que vous avez montré hier, elles performent, elles font quelque chose, elles stimulent la réflexion, elles stimulent la connaissance. Elles ne font pas que mentir, pervertir, renforcer un roman national. Et surtout, avec l'entrée des séries dans la complexité, avec le XXIe siècle, elles permettent d'interroger justement nos clichés, nos perceptions, et donc, à mon sens, d'entamer une réflexion historiographique. Je terminerai donc par 2 exemples. Un, piqué honteusement à Victor Feignard, mais l'exemple est excellent, je ne peux rien. Sur Vercingétorix, dans l'épisode 1 de la série Rome, donc, qui est pour moi la première série historique réellement complexe et qui engage à une réflexion historiographique. Et on pourrait dire, non, pas du tout, parce que regarde ton Vercingétorix avec sa moustache et son casque à pointe, c'est absolument pas historique, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, etc. Voilà. Ok, très bien. On peut, c'est vrai. C'est vrai, par contre, là où ça devient intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on le représente comme ça dans l'épisode 1. Et comme Victor l'a montré, on le représente comme ça parce que précisément on est dans l'épisode 1, que c'est un personnage qu'on va voir juste à cet épisode-là, et qu'il faut que les téléspectateurs l'identifient immédiatement comme le Gaulois. Et donc, pour l'identifier immédiatement comme le Gaulois, c'est la moustache et le casque à pointe. Le casque à cornes, pardon, pas à pointe, Seconde Guerre mondiale. Première, pardon, bref, trop de guerre dans ma tête. Voilà, donc ces clichés permettent ça. En revanche, quand on avance dans la saison 1 de Rome, et surtout quand on arrive à la saison 2, eh bien, nous avons Cléopâtre. Ça fait... Je peux faire des trucs, là, non ? Ouais. Oui, voilà. Super. Donc, Cléopâtre dans Rome, elle est ici. Et là, je vous ai mis les Cléopâtres du cinéma et puis aujourd'hui de Netflix les plus connus. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment les clichés évoluent et qu'est-ce qu'ils disent des sociétés qui les produisent et des sociétés qui les regardent. Et donc ici, c'est la première Cléopâtre du cinéma, c'est Theda Bara dans les années 10. Ensuite, vous avez Claudette Colbert dans les années 30, premier film parlant, où on fait parler Cléopâtre. Vivian Leigh dans les années 40. Elisabeth Taylor, évidemment, dans les années 60. Monica Bellucci dans les années 90. Donc, Lindsay Marshall dans Rome, année 2000. Et enfin, Adele James dans ce docu-fiction de Netflix qui a fait couler beaucoup d'encre parce que, évidemment, Netflix, pour des raisons qu'on peut qualifier de wokistes, a choisi de représenter Cléopâtre noire. Alors cette Cléopâtre noire, ça s'inscrit aussi dans une tradition historiographique. Parce qu'en réalité, l'interrogation sur la race de Cléopâtre, eh bien, elle commence aux États-Unis au XIXe siècle, où en réalité la figure de Cléopâtre et le fait que Cléopâtre potentiellement peut-être aurait pu être noire, et
Cléopâtre devient une figure de l'émancipation et du mouvement abolitionniste, donc d'abolition de l'esclavage au XIXe siècle. Et donc il y a une volonté, là encore et toujours politique, de dire que Cléopâtre était noire dans les mouvements abolitionnistes du XIXe siècle pour, encore une fois, dire que les Africains ont une histoire et qu'ils ont compté dans l'histoire, etc., et que donc, potentiellement, il y a eu des figures historiques importantes, comme peut-être Cléopâtre. Mais évidemment, aujourd'hui, ça prend une autre résonance et ça génère des torrents de commentaires sur les réseaux sociaux, ce qui est bien évidemment le but recherché par ce type de représentation. Voilà, j'arrive au bout de mon temps, comme quoi. Je vous remercie et j'espère qu'il y aura des questions. Voilà, merci beaucoup.